Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux encore de vous savoir fidèle au rendez-vous du vendredi soir sur Equinox Télévision où ensemble on fait le round-up de l'actualité sportive de la semaine. Clap de fin sur la phase allée championnat national Elite 1, Elite 2. On tentera de faire le bilan de cette phase allée ce soir. Les difficultés rencontrées non seulement par les présidents de club mais également par les arbitres qui tirent le diable également par la queue. On reviendra évidemment sur le championnat, puisqu'on parle de l'Elite 2 spécialement avec les matchs Elite 1, les matchs pas encore homologués, dont on attend l'homologation avant le début de la phase retour. Les matchs litigieux de cette phase allée, on tentera de comprendre le pourquoi, le retard justement de ces homologations-là. Bien, quelles conséquences justement et quelles sont les perspectives pour les différentes équipes pour la phase retour du championnat qui commence, nous dit-on, dans les prochains jours. On parlera également handball avec le championnat du monde de handball, le Cameroun représenté, mais mauvaise sortie pour le Cameroun face au Monténégro. Le Cameroun qui joue en draw, demain ce sera face à la Serbie. On en parlera dans ce programme, tout comme on parlera de l'équipe nationale de volleyball U17. Là, on est chez les dames qui entament les campagnes africaines. Ce sera dans quelques jours. Le Cameroun qui a pris son envol ce jour justement pour ce championnat d'Afrique-là, tout comme on parlera également bodybuilding, fitness dans ce programme. Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous savoir, nombreux fidèles donc à ce programme. Pour décortiquer toute cette actualité-là, y compris ce match amical, ce match gala entre les Lions indomptables du Cameroun, Génération 2000, évidemment contre les Super Eagles. Il y avait ce match-là du côté de Limbé et on reviendra évidemment sur ces anciennes gloires-là qui ont fait plaisir à pas mal de monde qui ont effectué le déplacement du côté de Limbé pour revivre ces moments-là. Allez, pour commenter toute cette actualité-là, nous avons fait venir quelques experts en sport, journalistes de sport, mais également dirigeants de club. Et pour commencer, je vais introduire le secrétaire général de l'Aigle Royal du Mungo. L'Aigle Royal du Mungo qui, pour l'instant, on reviendra sur les classements en élite tout, Caracol en tête de sa poule, et c'est un secrétaire général que nous recevons sur ce plateau. Alphonse Fomoité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Belmondo, bonsoir à tous les panélistes. Je voudrais déjà adresser un bonsoir particulier au président de l'Aigle Royal du Mungo, ainsi qu'à notre président d'honneur, M. Georges Manon, sans oublier le président Tabou de Bamboutos Football Club de Bouddha. Et je voudrais ici rappeler à tous les supporters et sympathisants de l'Aigle Royal du Mungo que le grand congrès de l'Aigle Royal du Mungo aura bel et bien lieu le 23 décembre en Konsamba. Allez, le congrès de l'Aigle du Mungo le 23 décembre, à l'aube de la fête, de la nativité. Et donc, le public donc, de Konsamba est informé, on reviendra certainement là-dessus. Le temps de signaler également, c'est la première fois que nous l'avons sur ce plateau de Horizon Sport, et il a bien voulu effectuer le déplacement pour Douala pour prendre part à ce programme. Lui, c'est Narcisse Gassam, journaliste de sport. Bonsoir Narcisse. Bonsoir Belmondo, bonsoir au panel et à ton consultant attitré. Je suis un fidèle téléspectateur de vos émissions de sport, tout en étant moi-même journaliste de sport, donc je respecte le travail que vous abattez. Allez, je rappelle que vous êtes correspondant pour Africa 22 Sport, justement. C'est un média basé en France. Oui, tout à fait, dans la région de Rennes. Africa 22 Sport fait essentiellement la promotion des athlètes africains en France. Donc, c'est avec des confrères là-bas, comme le Togolais qui est là, Liao Bandera, qui abat un travail énorme. Africa 22 Sport a d'ailleurs fêté ses 10 ans de travail il y a tout juste 2 semaines. Et sur le plateau d'Africa 22 Sport, nous avons déjà reçu des sommités africaines, à l'instar par exemple de Roger Mila,
des autres ouest africains. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, c'est la promotion des athlètes africains, voilà, du côté de l'Hexagone. Voilà, il faut le préciser. Avec vous, vous suivez, si vous parlez de sport africain, ça veut dire que vous suivez l'actualité du sport au Cameroun également. On en parlera, et avec vous spécialement, on parlera bodybuilding. Voilà, on reviendra là-dessus parce qu'il y a, vous maîtrisez particulièrement cette discipline-là. Alors, notre consultant, vous l'avez déjà signalé, il est là, un consultant permanent sur le consultant d'ailleurs que tous les autres nous envient. Très efficace. Voilà, donc il est également entraîneur adjoint des Astres de Douala. Lui, c'est le coach Clément Zeko. Bonsoir coach, bienvenue. Bonsoir Majesté, bonsoir à M. Ngassam, bonsoir au SG de l'Aigle de Nkosamba, du Mongo en général, pour dire c'est aussi une équipe de cœur. Je suis heureux une fois de plus d'être là pour apporter ma lecture et permettre à nos millions de téléspectateurs d'avoir une compréhension, pourquoi pas plausible, à la faveur de l'actualité du sport du Cameroun et dans le monde. Je vais saluer deux personnes qui nous suivent très particulièrement du septentrion, à savoir Paul Laura Babatouné et Limpar Service. C'est deux téléspectateurs très fidèles. Voilà, vous l'avez dit, hein, et vous comprenez pourquoi vous le dites, téléspectateurs fidèles de ce programme. Juste une petite virgule. Dernièrement, j'ai écouté avec une attention particulière le coach parler du bodybuilding, énumérer le nombre de muscles que comporte un organisme humain. J'étais impressionné et puis j'étais vraiment en admiration devant sa culture très vaste du sport. Voilà. C'est ça, mauvais drogue. Maintenant que le décor est planté, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par le volleyball. Vous savez, une des particularités de ce programme, c'est qu'on va en faire le tour des disciplines ici. Il n'y a pas des sports mineurs, pas des sports majeurs, pas des sports réservés pour emprunter les termes de l'autre. Donc du coup, on commence par le volleyball. L'équipe nationale, je le disais tantôt, l'équipe nationale de volleyball U17 dames du Cameroun qui est en route pour Abuja, c'est au Nigeria, c'est pour justement prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie organisée pour la toute première fois, c'est la première édition. Alors la CAN U17 dames de volleyball qui est également qualificative au championnat du monde qui en sera lui aussi à la première édition, ce sera en 2024. Alors avant de quitter le Cameroun, on va le dire, les Lions U17 de volleyball ont reçu les encouragements du président de la Fédération camerounaise de volleyball, M. Bello Bourdan. On fait le point avec Rodrigue Ngassi et Aïssiri. Elles vont en mission, les joueuses de l'équipe nationale U17 dames de volleyball du Cameroun. La capitaine Pulchéri Belinga et ses coéquipières vont prendre part à la CAN de leur catégorie à Abuja, au Nigeria. Mes coéquipiers et moi promettons d'aller là-bas en tant que guerrières pour défendre les couleurs de ce pays et jouer comme des lions. Et nous promettons de remporter ce championnat. C'est la toute première édition du championnat d'Afrique U17 dames de volleyball. Elle est qualificative à la première édition également du championnat du monde prévu en 2024. Au moment de quitter le Cameroun, l'équipe est gonflée à bloc. La préparation a été minutieuse. Les premières semaines étaient réservées uniquement à la préparation physique. Et lorsque nous avons été internés, nous sommes passés au niveau des stratégies et des matchs amicaux aussi. Ces matchs nous ont permis, n'est-ce pas, d'avoir certains enseignements qui nous seront bénéfiques pendant la compétition. Pour cette CAN U17 dames de volleyball, une dizaine de pays est sur la ligne de départ, mais le Cameroun aborde la compétition sans complexe. We have done all that it takes to prepare for a competition of this nature. The girls are physically fit, they are mentally fit, and technically they are also fit. We've played a lot of matches with senior teams, and that has given them the challenge to be above the others that they are going to meet in Nigeria. La délégation qui se rend à Abuja reçoit les encouragements du président de la Fédération camerounaise de volleyball. Bello Bourdan remet à chaque joueuse le matériel nécessaire
pour une bonne participation du Cameroun au championnat d'Afrique U17 dames de volleyball. Bon là, ce sont les U17. On parle de la première édition de la CAN de leur catégorie. Et ça sera également la première en Coupe du Monde. Donc, les Camerounaises là, donc, qui vont jouer pour une place qualificative. Alors, je reste avec vous, Narcisse. On a oublié de signaler que vous avez été volleyeur, ancien international de volleyball. Oui, tout à fait. Je suis un ancien international de volleyball. D'ailleurs, des confrères, des coéquipiers de l'époque, Thierry Wadal, sont là et actuellement dans l'équipe du président Bello Bourdan et abattent un véritable travail de fourmi. Et il faut dire que la transition a été très tumultueuse de ce côté-là. On ne va pas revenir sur les aspects polémiques. Mais je suis content en tant que volleyeur de voir, n'est-ce pas, le volleyball redécoller. Cette fois-là, c'est sous une politique dite de réconciliation. Et également, je salue le travail abattu par le président Julien Serge Abouem qui, quand même, sous sa présidence, a rapporté 3 Coupes d'Afrique de volleyball dames. Ouais. Et à chaque fois, en finale, les Lions dames venaient d'en bout du Kenya, qui était l'ogre considéré comme invincible sur le continent. C'est d'ailleurs l'équipe la plus titrée, une équipe qui était jusqu'à pratiquement 9 compétitions de Coupe d'Afrique sans perdre la moindre finale, jusqu'à ce que l'équipe de Christelle Nana, les Moma, Fotso et autres arrive, n'est-ce pas, à force du travail acharné, à déloger, à détourner ces Kenyans. Donc, maintenant, tout le souhait, c'est que la réconciliation ait les mains libres suffisamment pour que ces jeunes joueuses-là, les U17, il y a beaucoup de talent de ce côté, on les voit souvent à l'entraînement, et il y en a même qui sont déjà capables d'être surclassés. Voilà. Vous faites bien de parler des U17, parce que là, généralement, nos sélections nationales, on parle beaucoup plus des sélections. Fagnon, oui. Oui, mais là, déjà, on comprend que, coach, on prépare quand même déjà la relève. C'est déjà bon de voir que dans la Fédération camerounaise de volleyball, on a déjà une équipe nationale U17 qui va prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations et qui probablement pourrait se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de 2017. Oui, c'est une vérité de la palissade. Que 2024, autant pour moi, des U17. Voilà. Que de dire que le sport, une discipline repose sur sa pépinière. Et la pépinière se trouve être son sport jeune. Et dans le sport jeune, lorsqu'il est bien organisé, il y a le sport jeune d'élite et le sport jeune de masse. Et dans le sport jeune de masse, on recrute ceux qui pourront faire le sport jeune d'élite et ensuite maintenant compétir pour l'élite. De voir que le Cameroun aligne une équipe en Coupe d'Afrique de volleyball U17, c'est quelque chose de formidable qu'on n'a pas entendu il y a longtemps de cela, et encore que c'est même la toute première fois. Et ça veut dire que le mouvement sportif camerounais est parti pour s'inscrire sur la durée, sur le long terme. Il ne faut pas toujours se contenter des victoires et des trophées sporadiques. Comment on appelle souvent la génération spontanée. Maintenant, il faut construire, parce que sur le long terme, on peut avoir le résultat. Et pour avoir dans le long terme, il faut aller à la base, choisir les jeunes qui ont le potentiel, travailler conformément à ce que leur physiologie de l'instant demande, et ensuite maintenant les mettre en situation pour pouvoir apprécier qu'est-ce que ça donne, et alors on peut aller challenger les autres. Il faut encourager. En dessous des U17, il y a d'autres catégories qui pourront naître, et comme ça, étage après étage, il y aura une ascendance, une ascension, je veux dire, de la base vers le sommet, et les résultats que nous pouvons produire seront des résultats durables. Alors, Gilbert nous a bloqué un peu par les embouteillages, mais il nous a rejoint donc dans ce studio. D'abord, bonsoir Gilbert et bienvenue. Good evening to Belmondo, good evening to the millions of telespectators of Equinox TV. I want to apologize for coming late. Let me say good evening to the top management of UCB for the wonderful works they're doing. Having a Cameroon drink, soft drink, being the official drink of the next AFCON, I think is something
we Cameroonians have to celebrate. As a Cameroonian, I go celebrating that. So bravo to the top management of UCB and the Razel drink for taking the top of the channel when it comes to the next AFCON. Bon, allez. Là, maintenant qu'il est là, on va te laisser souffler un tout petit peu, hein, parce qu'on comprend que voilà, c'était pas du tout facile. Alors, Alphonse, on va avancer, hein, peut-être un mot, hein, sur cette équipe de volleyball, même si je rappelle que vous êtes le représentant de l'Aigle Royal du Mongo. D'ailleurs, vous arborez les couleurs de l'Aigle du Mongo. Hein. Alors, un mot quand même, hein, le volleyball aujourd'hui, ça, on peut dire, hein, ça a traversé une période quand même tumultueuse, comme le disait tout à l'heure Narcisse. Mais là maintenant, on comprend quand même que ça va. Le Cameroun qui prend part aux diverses compétitions internationales, le championnat de volley qui s'est bien déroulé la saison dernière. Et voilà, tout bien côté FK Volley. Bon, disons que la paix est bien. Nous sommes en train de constater que de ce côté-là, c'est calme. Ouais. La paix est bien. Donc, si les dirigeants de la Fédération camerounaise de football peuvent s'inspirer du côté du volley, c'est une bonne chose. C'est ça. Donc, c'est des choses que nous apprécions. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Bon, on comprend que vous avez hâte à ce qu'on arrive au football. Hein. Mais on va d'abord, avant d'y arriver, on va parler on va parler toute autre chose. On va parler de body building et fitness, justement. J'en parlais avec Narcisse tout à l'heure. Connaissance parfaite également, hein, du body building. Voilà. Oui. Voilà, donc vous avez vu par exemple, hein, on a le Cameroun, on a vu dernièrement pas mal d'athlètes camerounais prendre part aux compétitions internationales, on va le dire ainsi. Voilà, et qui sont revenus avec des médailles. Voilà. Et là, c'était pas quand même sous le but de la fédération camerounaise, fédération internationale de volleyball, de bodybuilding, puisqu'on est dans le volley. Oui, Belmondo, il y a vraiment un souci quand même, là, en image, vous voyez, c'est la compétition, le championnat du monde de bodybuilding organisé par l'IFBB, qui est en définition, n'est-ce pas, International Fitness and Bodybuilding. Donc c'est la Fédération internationale de bodybuilding qui organise ce que vous voyez là, l'IFBB. Vous appréciez déjà la qualité du podium. Et donc, le souci qu'il y a dernièrement, je salue d'ailleurs les médailles d'or remportées par nos compatriotes du côté du Mexique, mais il faut quand même signaler une petite nuance. Parce que quand on dit qu'ils sont champions du monde, il y a un léger problème. Parce que la WABA qui organise ces championnats du côté du Mexique n'est pas déjà une fédération. C'est une association privée qui, n'est-ce pas, vient dans le bodybuilding, trouve du potentiel et décide de faire du business. C'est un peu comme vous pouvez décider d'inviter des artistes qui ont du talent, vous organisez un grand championnat, et puis pendant celui-ci, les artistes prestent, et puis après vous leur donnez leur cachet, ils s'en vont, et puis basta, pour vous c'est bon. La nuance qu'il faut apporter dans cette histoire-là, en image vous avez Aristide Mbomnitiam, qui est le chairman du Bodybuilding Afrique et également du Cameroun. Et après ce championnat du monde, il y a eu le congrès mondial du bodybuilding à Barcelone en Espagne. Le championnat du monde a d'ailleurs regroupé plus de 1500 athlètes. Alors, la WABA n'est pas une association. Elle n'est pas, par exemple, elle n'a pas ratifié le code WADA, l'Agence mondiale antidopage. C'est juste un exemple. Elle n'est pas dans les chartes de l'olympisme. La WADA est une association privée qui est enregistrée auprès de la Chambre de commerce en Angleterre. Alors, là où il y a problème au Cameroun, c'est que la FECABOF qui existe, la WADA
qu'est-ce que je vais dire, c'est-à-dire l'IFBB, qui est la FIFA du bodybuilding, c'est que il y a des Camerounais qui pratiquent le bodybuilding. Lorsqu'ils voient les compétitions qui se déroulent, elle se dit, mais ce pays, il va où? Puisque le Cameroun, la FECABOF, Fédération Camerounaise de Bodybuilding and Fitness, n'est pas affiliée à la WAB, à la CAB, qui est la Confédération africaine de bodybuilding. C'est comme la CAF chez le footballeur. C'est-à-dire, je vais prendre cet exemple pour être bien compris. Et donc, la FECABOF n'est pas affiliée à la CAB, qui est au niveau continental, n'est pas non plus affiliée à l'IFBB, qui est comme la FIFA du bodybuilding dans le monde. Pourtant, elle amène des athlètes du côté du Mexique. C'est des garçons doués de talent. Ils sont vraiment pétris de talent. Sauf que les médailles qu'ils ramènent de ce côté-là ne sont pas valables sur le plan international. Elles ne sont pas reconnues. C'est exactement comme si vous allez jouer un championnat de vacances. Bon, je vais prendre un exemple plus pratique sur le football. Vous avez, par exemple, la FECAFOOT. C'est juste un exemple, je n'ai pas dit que c'est ça. La FECAFOOT, si par exemple, elle n'est pas affiliée à la CAF, n'est pas affiliée à la FIFA, néanmoins, allier ses équipes nationales pour jouer, par exemple, le tournoi de la CEMAC. Elle revient championne de la CEMAC. Elle a des médailles d'or. Mais cette équipe ne peut pas se prétendre être championne d'Afrique. Non, elle n'est pas allée jouer une compétition de la CAF. Vous voyez ce que je veux dire? Et le souci également, je sors par là parce que Belmondo, je vous vois impatient. Oui, je veux juste relancer, hein, oui, encore oui. On se comprenne bien. Ouais. Vous parlez, vous avez dit, ce sont les organisations privées qui organisent ce type de tournoi auquel nos compatriotes ont préparé. Ils sont revenus avec des médailles. En boxe, par exemple, on vous parlera, quand on dit MMA ou bien l'UFC, c'est privé. Oui, en réalité, à l'exemple que vous prenez, n'est-ce pas, vous voyez que l'UFC, au niveau du MMA, il y a plusieurs fédérations. Du côté des États-Unis, du côté du Japon et tout. Il y a plusieurs fédérations. Mais au jour d'aujourd'hui, le MMA n'étant pas encore une discipline olympique, vous voyez, il y a plusieurs fédérations. D'ailleurs, on prend l'exemple sur Francis Ngannou, qui était à l'UFC, champion du monde UFC. Mais à côté, il y a par exemple la PFL, Professional League Fighting, là où il évolue actuellement. Alors, ce sont des fédérations qui évoluent comme ça. D'ailleurs, vous avez vu au niveau de la boxe, Tyson Fury, qui avait ce combat programmé avec l'autre champion de l'autre fédération de boxe anglaise, afin d'unifier les deux ceintures et avoir un seul champion du monde. Sauf qu'en bodybuilding, la chose est beaucoup plus avancée. Il y a l'IFBB qui est déjà comme la FIFA. Et je vais vous dire, l'IFBB compte en son sein plus de 205 pays membres. Ouais, plus de 205 pays membres. Par contre, les pays qui prennent souvent part au tournoi WABA, là-bas du côté du Mexique, sont tout au plus une trentaine. Vous voyez? Et lorsque la différence avec les tournois WABA, c'est que les athlètes du côté WABA, par exemple, ne sont pas soumis à la charte, n'est-ce pas, de la lutte anti-doping, anti-dopage dans le monde. Oui, le code WADA. La WABA n'étant même pas d'abord une association, puisque ce sont les associations qui s'affilient, qui ratifient à travers les pays le code WADA, qui est l'agence mondiale de lutte anti-dopage dans toutes les disciplines sportives qui existent sur la planète. Alors, la WABA du côté du Mexique, là où ils organisent leur histoire, en réalité, là-bas, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a pas une maîtrise sur le plan du contrôle antidopage. Voilà pourquoi lorsqu'un athlète, puisqu'il y a des athlètes qui sont partis du championnat de la WABA pour revenir à l'IFBB, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas de débouché, les médailles qu'ils gagnent là-bas ne sont pas reconnues à l'international,
ils décident donc de revenir dans le droit chemin. Qu'est-ce qui se passe? On les met en quarantaine, on leur fait passer des tests antidopage pour s'assurer quelles sont même les substances qu'on leur attribuait là-bas, quels sont les suppléments alimentaires. Et généralement, on trouve que la plupart des temps, ce qu'ils prennent est quand même souvent un peu discutable. Mais bon, je ne vais pas parler de ça, je ne suis pas compétent pour, mais c'est juste pour dire que les athlètes qui vont au tournoi, du tournoi WABA au Mexique, c'est des titres qui ne sont pas... mais je chute par là, Belmondo, pour dire que le souci de l'IFBB, c'est quoi? C'est que la FECABOF, la Fédération Camerounaise de Bodybuilding and Fitness, qui existe, et qui prend, n'est-ce pas, qui reçoit des subventions de l'État en tant que fédération, et ramène donc les athlètes dans un tournoi qui est privé, il y a vraiment un délit à ce niveau. Moi, j'inviterais les spécialistes du droit à s'y pencher un peu. Et d'ailleurs, la loi du sport de G 2018, en son article 5, dit par exemple que un promoteur d'une fédération ne saurait être représentant d'une association privée, par exemple. Et c'est le cas, puisque le président de la FECABOF est le représentant WABA au Cameroun. Là, il y a problème. Il faudrait que la FECABOF revienne dans le droit chemin et amène les athlètes camerounais dans des tournois internationaux où non seulement qui payent bien, mais où les athlètes sont en sécurité au niveau de leur santé, parce que l'IFBB fonctionne avec les principes de l'olympisme et le code de WADA. Alors, un athlète qui est à l'IFBB ne pourra pas courir de risques avec des produits, des produits chimiques qu'on leur ferait prendre. Donc, il y a tout ça. Et le profil de carrière. Les athlètes qui sont dans les compétitions WABA, vous n'allez jamais les voir alignés dans le ranking mondial des bodybuilders au monde. C'est-à-dire qu'ils sont dans une histoire comme un championnat de vacances. Et c'est dommage qu'on gaspille autant de talent alors qu'on peut simplement revenir dans le droit chemin. Et je chute par là, Belmont. Je chute vraiment par là. Pour dire que l'IFBB a déjà contacté le ministre des Sports à travers des correspondances. L'une a été servie par Aristide Mbonitiam, 4 fois champion du monde IFBB, toutes catégories confondues, qui est actuellement le chairman IFBB Afrique et Cameroun. Il a adressé des correspondances depuis le mois de juin qui sont restées sans suite. Il a également adressé une demande d'audience qui jusqu'ici, on espère encore que le calendrier du ministère va permettre qu'il les reçoive. Et il y a même le président Santoja, qui est le président de l'IFBB, l'équivalent de la FIFA chez le footballeur, qui a personnellement adressé correspondance au ministre des Sports pour lui dire: attention, tu as des athlètes chez toi et le Cameroun a ratifié des conventions internationales qui, n'est-ce pas, respectent les chartes comme la WADA et l'olympisme. Du coup, vous avez comme l'obligation de ratifier, de rallier l'IFBB, qui est l'instance officiellement reconnue pour être membre de l'olympisme. Donc, jusqu'ici, on espère que les autorités camerounaises vont faire ce qu'il faut pour que la FECABOF revienne dans le droit chemin. En réalité, l'IFBB n'est pas en train de dire que la FECABOF n'existe pas. Non, il ne faut pas confondre le débat. C'est juste que sortez du bosquet, revenez dans le droit chemin. D'accord. On vous a compris, hein, on vous a compris. Vous êtes tellement... Une petite réaction. Il est tellement... Oui. C'est pour cela que une petite réaction pour la gouverne de nos téléspectateurs. Parce que entendre les acronymes et les sigles qu'il a prononcés dans son plaidoyer là, on peut se perdre un peu. Il faut dire à nos téléspectateurs que le sport, comme la politique, a une instance mondiale. Et dans le sport, nous avons le comité international olympique. C'est ce comité international olympique qui gère tout le sport mondial. Et après le comité international olympique, il y a des fédérations internationales qui s'occupent des sports particuliers. Football, handball, basket, le lancer, athlétisme et autres. Ça, ce sont les fédérations internationales. Et juste un cran en dessous de la fédération internationale, on a les
confédération. La confédération est sur un continent, par exemple, ou sur plusieurs continents, ça peut dépendre du sport, et gère le sport au niveau de ce continent. En dessous de la confédération, il y a la fédération. En dessous de la fédération, il y a les ligues. En dessous des ligues, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire que pour prendre part au sport mondial, il faut ratifier les textes du CIO. Il faut être admis par le CIO. On va vous dire que c'est un sport olympique ou un sport non olympique. On dit qu'il est un sport olympique parce que c'est un sport qui est sur le plan mondial dirigé par les textes et les normes. Ils sont soumis au contrôle antidopage. Je parle du CIO, avec tout ce que ça comporte comme démembrement. Donc, et plusieurs associations se mettent ensemble pour créer une fédération. Plusieurs fédérations ensemble pour faire une confédération. Plusieurs confédérations pour faire une fédération internationale qui sont donc rattachées au comité international olympique. Et il y a un démembrement du comité international olympique rattaché au continent et surtout au pays. Vous allez voir le CNOSC du Cameroun, par exemple, Comité national olympique et sportif du Cameroun. Vous allez en France, vous l'allez trouver. C'est le démembrement du CIO qui, à l'échelle de l'État, veille à la pratique du sport par rapport à tous les textes qui régissent ce sport-là, à tout ce qu'il faut faire pour que ce sport-là soit reconnu. Parce qu'une activité qui n'a pas ces lois universellement reconnues, ces instances, et même son règlement et autres, ne saurait être appelé sport. C'est lorsque tout cela toutes ces conditions sont remplies qu'on parle du sport. Et donc, dans le domaine du sport, il y a le comité international olympique qui est l'instance fêtière. Et son démembrement par rapport à la pratique, je viens de le dire, il y a au niveau du continent, au niveau des nations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il peut y avoir une querelle par rapport à la fédération camerounaise de bodybuilding et de fitness, simplement parce que c'est une association qui n'est pas dans le créneau du CIO, qui a organisé et qui a attribué des médailles. Ces médailles-là, au niveau du CIO, ne sont pas reconnues. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la médaille. Maintenant, pour que cette médaille soit reconnue, il faut que l'instance qui organise la compétition soit une instance sous l'égide du comité international olympique, parce que il n'y a que l'onction du comité international olympique qui donne le pouvoir à être considéré comme sport à cet instant-là. Donc, ce que relève Narcisse, loin d'être de la polémique, ça veut juste amener les uns et les autres à comprendre que oui, on a eu ces médailles-là, mais attention, dans les normes, ces médailles-là n'ont pas été organisées, cette compétition n'a pas été organisée par l'instance qu'il fallait organiser. Si vous voulez jouer à la Coupe du Monde, c'est la FIFA qui prendra les rênes de cette Coupe du Monde. Si vous jouez à une Coupe du Monde qui n'est pas de football, qui n'est pas organisée par la FIFA, ce serait autre chose. On ne saura vous dire que vous êtes champion du monde football. Parce que la FIFA ne vous a pas. Donc je prends donc. Il peut arriver que vous soyez même plus talentueux. Oui, je prends donc celui qui est champion. Je prends donc cet exemple pour que tout le monde comprenne. Parce qu'on peut croire on peut croire que c'est pour susciter la politique. Non, c'est juste pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il est question. Non, justement, vous faites bien de préciser, ça n'enlève à rien à la qualité, au talent de cet athlète camerounais là qui sont revenus du Mexique avec les médailles d'or. Ce qu'on déplore, c'est que ce ne soit pas ça dans des tournois officiellement reconnus. Et qui alors pour sortir, qui justement pour je pense, est-ce que individuellement l'imbroglio est né du fait que c'est le président de la fédération qui amène ses athlètes dans une compétition qui n'est pas officielle. C'est ça le problème. C'est ça, l'imbroglio sort de là. Ce qui est un peu curieux, coach, c'est que l'IFBB a déjà contacter les autorités camerounaises. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Il y a un mécanisme, n'est-ce pas, pour rentrer dans le droit chemin. Il y a un mécanisme. Par exemple, s'il faut que la FECABOF rentre dans le droit chemin et que ces athlètes-là gagnent désormais des titres qui vont rester dans la pérennité, il faudrait que le MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, et le ministère des Relations extérieures se mettent ensemble, ils savent quoi faire. Bon, voilà. C'est pas sorcier.
Allez, voilà, on a compris, hein, et donc les responsables de la fédération camerounaise de bodybuilding et fitness savent quoi faire, ils savent exactement quoi faire et donc on espère, hein, on voudrait voir des champions. Oui, on a été très contents de les recevoir ici. Et c'est vrai, on continue à dire ça n'enlève rien à la qualité de ces athlètes-là. On gagnerait mieux hein, si c'était une compétition vraiment reconnue par l'IFBB. Voilà. Instance Fédération internationale. Fédération internationale de football association, Fédération internationale de basket, Fédération internationale. Très bien. Allez, monsieur, on va passer à toute autre chose maintenant. Alphonse Fometeux, je pense que lui, il attendait qu'on parle football et on va parler football. Avec évidemment d'abord, on a joué la dernière journée de la phase aller et on va faire ensemble hein, le bilan ce soir. D'abord, le bilan brossé hein, par Nana Posaber à l'issue de cette première phase du championnat. Rideau sur la phase aller. Dynamo de Douala a tourné presque à plein régime pendant ces 9 matchs. Avec 18 points sur 27 possibles, le Bomba Diop trône en tête de la poule A devant Bambotos FC 16 points et Canon de Yaoundé qui boucle la manche aller sur la 3e marche du podium. Après avoir démarré en trompe dans la poule B, Stade Renard de Melan a maintenu le rythme pour terminer sur le fauteuil de leader avec 19 points, soit 2 longueurs devant le champion en titre Coton Soie de Garoua et UMS de Loum 3e avec 10 points. Dans l'ensemble, Stade Renard affiche le plus grand nombre de victoires, 6 au total. Aucune équipe n'a terminé invaincue. Stade Renard, qui était en passe de réaliser cet espoir, a concédé dimanche sa première défaite de la saison devant UMS à l'issue de la 9e journée. L'Aigle Royal de la Ménois est l'équipe qui a concédé le plus grand nombre de défaites, soit 5 au total. La défense la plus poreuse est celle de Bambotos avec 15 buts encaissés. Mais le club de Mangwa Boys détient la meilleure attaque avec 20 buts marqués. La meilleure défense est celle de Coton Sport qui n'a encaissé que 3 buts. L'Union Sportive de Douala affiche le plus grand nombre de matchs nuls, 6 au total sur 9 matchs joués. Pendant le déroulement des matchs de la première partie du championnat, le public était parfois ébloui et conquis par le spectacle proposé par les équipes. Les joueurs Lionel Ateba, Franck Atama et Eric Morsou sont parmi les attractions de mi-saison. Ils ont vu leur bon début de saison être récompensés par une convocation chez les Lions indomptables pour la campagne des éliminatoires du Mondial 2026. L'on note une relative stabilité sur le banc technique, nonobstant les limogeages pour mauvais résultats des entraîneurs Guy Bertin Djemnan et Olivier Nankam, mis à la porte respectivement par Fauve Azur et l'Aigle Royal de la Ménois. Malgré la volonté de la FECAFOOT de redonner au football camerounais toute sa grandeur, de nombreux incidents ont impacté cette phase aller. La programmation des matchs perturbée à cause des désaccords entre la FECAFOOT et l'ONIES, gestionnaire des stades. Les contestations envers les arbitres et le mouvement de grève des joueurs pour salaires et primes impayés. Vivement que la phase retour qui démarre en principe le 6 décembre 2023 avec des enjeux plus importants se dispute sereinement. Voilà, donc 79 matchs joués, 178 buts inscrits, donc une moyenne de 2,25 buts par match. On l'a compris, hein, Bambotos de Bouddha dans la poule A, a la meilleure attaque avec 20 réalisations, la meilleure défense dans cette même poule, justement, c'est celle de la meilleure défense, hein, c'est celle de l'Union dans la poule A. C'est celle de l'Union de Douala avec 7 buts encaissés et la Dynamo de Douala justement qui termine avec 18 points. Bon dernier de cette poule A, c'est bien entendu l'Aigle Royal de la Ménois avec 6 points. Dans la poule B, hein, on sait la meilleure attaque, c'est Coton, 14 buts, meilleure défense Coton, 3 buts seulement encaissés, même si c'est Stade Renard de Melon qui reste en tête de cette poule B avec 19 points et bon dernier de cette poule, l'avait compris, à PGS de Faux qui est dernier avec 4 points. Bon, pour côté meilleur buteur, on le sait, Jules Armanco, des Astres de Douala, c'est votre attaquant, hein, avec 8 réalisations, 4 chez Boris de Bambotos de Bouddha, 7 buts, Reichmann Ndji de Victoria United avec 7 buts,
Seni Hamid de l'Union de Douala avec 6 réalisations. Et 5e buteur, c'est Lionel Ateba de la Dynamo de Douala avec 5 réalisations. Vous l'avez compris, à l'issue de cette phase, 3 joueurs qui auront marqué les esprits et donc appelés en sélection nationale. On l'a parlé à Atsama, Morsou et Ateba, justement. Bon, allez. Alors là, ce sont les chiffres. Hein. Maintenant, dans le reportage de Nala Posta, vous avez compris, c'était un championnat, une phase allée assez tumultueuse. On va le dire ainsi. Je vais passer la parole d'abord à Gilbert Frou, qui a vécu de bout en bout cette première phase du championnat, de la première à la 9e journée. Alors si on vous avait demandé, grosso modo d'abord, avant qu'on rentre dans les détails, de donner votre point de vue à l'issue de cette phase allée. I'll say it's an interesting championship that we had the privilege to watch, despite the troubles concerning the different pitches. The misunderstanding that existed between Onyes and the Cameroon and the CTFP, that's the body organizing this championship. The CTFP were able to harmonize the fixtures of different matches. Sincerely speaking, I want to confess to you, Belmondo, that this is one of the toughest phases of the championship, because when you go to Group A, you discover that the margin between the first team and even the team at the tail of the table is not all that wide, which tells you that you could be, I will take for instance Eglo Lamendo, who are at the tail of the table in Group A. They still have the opportunity, why not, to get to the top of the chart, because the teams that will be going for the playoffs are 4. You need just to be among the first 4 of your group, and then you have a place for the playoffs, which means that a squad like Eglo Lamendo, who are nothing on 5 points, still have the possibility of winning 1 or 2, 3 matches. It's a championship where a win gives you 3 points. With 3 points, 3 matches, 9 points, you add to the 5 points, you're already somewhere. It's been very, 9. They're on 6, right? That's it. They're on 6 points. So which means that they're not far from Dynamo on 18 points. If they happen to win their 3 next matches, then they'll get somewhere. So it's been very, very tough, sincerely speaking. And all the teams have been able to measure up to the same level. You have a game, Union Douala, Astor Douala, you can't tell which team is more superior. You have an Eglo Lameno, though losing, they'll be able to pull the ropes to Astor Douala. You saw them in the game against Astor Douala. What happened? They were the ones that opened scores, I think, Clement. You guys came from behind to equalize and then get the second one. Sincerely, the teams that are in Elite 1, deserve being there. Dynamo Douala's, ascension into Elite 1 was contested by many. And today they are proving everybody wrong, that they deserve being there. You are happy to find the teams doing some good job. It tells you that one, Bermondo, the different club presidents have gone, so far dipping into their pockets to give the best, the maximum of satisfaction to these players. So they have players, Bambutos of Buddha, lodging one of the most sophisticated hotels to go for the games. I don't want to call any name here. So they have the players not complaining about match bonuses and many others. It tells you everything's been put in place for the results to be obtained. Kudos to them. A lot's being done, and teams have understood that the project of Dr. Samuel Otofis is taking his football to a professional level, and he can't be the one to drive this dream to its goal. He needs the support, he needs the push of all the club presidents, all the stakeholders of football, and that's just what they are doing already. We really want to praise them and all those things. But where I don't agree with is Bambutos of Buddha. You see, they have considered the greatest number of goals. But it happens that Frank Achama, who plays in the defense line, was selected to play for the national squad. So you see, it's one of the controversies. We expected one a player like Jules Amanko, who is able to give you a strike each playing day, at least to be called up in the lounge. Then, Lionel Ateba was called up. It's not today he started doing the job, he's been doing it ever since he was with Cotton Sport Garua period. Remember, he's the one who took the team to the finals of the Cameroon Cup, but unfortunately never played. Still doing it today for Dynamo of Douala. It's been wonderful. Bravo to all the club presidents, to all the teams, to all the players who've been doing the job the big way, Belmondo. Bravo to the fans who have not ceased
turning out each playing day to push these different actors to producing the spectacular, scintillating performances we've had during this first phase. I want to bet you the second phase is going to be very, very tough. And you could be at the top of the ladder, you find yourself at the bottom. So every team that's coming in, the minimum of package should be put in so that they go hunting for the results and maintaining, firstly, a seat in the League One next. Voilà. On comprend, il a plein en blanc de la phase. Il a fait une lecture selon. Oui, justement, j'ai dit, lui, oui. Plein en blanc. Voilà. Oui. Donc pour lui, tout s'est bien passé. Le championnat, la phase allée, du moins, c'est serré, comme il le dit. Et même l'Aigle Royal de la Ménois qui est bon dernier avec 6 points, l'écart est. Oui, le problème c'est avec ce championnat, c'est que rien n'est acquis. Que vous soyez dans la moitié supérieure du tableau ou dans la moitié inférieure du tableau. À partir du moment où c'est les 4 premiers de chaque poule qui sont éligibles pour le play-off, pour trouver le champion. Vous pouvez être 4e dans votre sous-poule et devenir champion. Ça c'est vrai. Vous pouvez être 5e dans votre sous-poule et descendre. Donc rien n'est acquis. Quand on prenne le Stade qui a 19 points, Dynamo qui en a 18, ou Aigle qui a 6 et APGS qui a 4, rien n'est acquis. Parce que, on est passé une première phase, on vient de passer la première phase. La deuxième phase qui va déterminer les 2 couleurs du tableau dans les 2 groupes va commencer bientôt. Si les équipes sont en regain de forme et sont capables d'inverser la tendance par rapport à la première phase, on verra que, partir du fond du tableau, on a remonté le classement pour pouvoir être éligible, ne serait-ce qu'à la moitié supérieure du tableau. Et si on l'est, vous allez voir qu'il y a une différence entre ce qui a été en première phase et en seconde phase. Et comme la forme est un équilibre instable, vous pouvez être en regard de forme au bon moment dans cette compétition à la phase de qualification pour le match. Et puis vous vous retrouvez là-bas. Donc il faut faire très très attention. Et les joueurs doivent rester dans leur concentration de tout instant. Et je prends langue avec Frou qui encourage ses acteurs au-devant de toutes les difficultés que nous connaissons dans la gestion managériale du championnat avec ce que ça comporte comme les quotas et autres. Les joueurs sont restés zen, au-dessus de leur misère, mais ils ont continué à produire de la bonne qualité. Simplement parce qu'ils ont compris que c'est leur métier, ils doivent faire jusqu'au bout bien leur métier pour pouvoir mériter un temps soit peu ce qui leur reviendrait. Et on remarque que les staffs techniques ont évolué et de plus en plus à la faveur des infrastructures qui sont aujourd'hui celles sur lesquelles on joue, on voit que la production du jeu est une denrée qui a pris de la valeur dans notre jeu, dans notre compétition, au point où toutes les équipes ont des spécificités sur le plan de l'approche tactique, sur le plan de l'approche de l'organisation du jeu et comment contenir ou ne pas contenir l'adversaire. Sur ce plan-là, il y a une évolution remarquable et il faut applaudir les acteurs. Par moment, on peut tirer à boulet rouge sur les arbitres parce qu'ils sont des magistrats de l'instant. C'est-à-dire une faute vient d'être commise, ils doivent donner la réparation à l'instant. Et comme dans notre championnat, on n'a pas encore de VAR, toutes les erreurs naturelles sont possibles. Toutes les fautes naturelles sont encore possibles. Il peut pécher par excès d'activité, par laxisme, ou même par volontairement, il peut le faire. Mais maintenant, quel est le moyen par lequel on pourra déterminer son implication dans ce qu'il vient de faire? C'est encore un peu difficile. Mais sur le feu de l'action, il y a des reproches qui peuvent aller de gauche à droite. Il y a des explications qui se donnent de gauche à droite. Et à ce niveau-là, malgré cette situation, les joueurs et même les arbitres font du meilleur de ce qu'ils peuvent. Ils font du meilleur de ce qu'ils peuvent. Et ce n'est pas très souvent parce qu'un arbitre est sorti sous escorte qu'il est en faute. Non. Il n'y a que par chauvinisme, il n'y a que par... j'ai envie que mon équipe gagne. Et puis je vois que l'équipe a été en difficulté. Je
prétendument, je peux croire qu'il y a un penalty, alors que peut-être il n'y en a pas. Ou bien qu'il y a une faute qui a été commise, alors que la faute n'a pas été commise. Si c'est à ma défaveur, j'ai comme l'impression qu'il l'a fait contre moi. Si c'est pour moi, je croyais qu'il a fait de bonne loi, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sur ce plan-là, il y a cela. Maintenant, il faut aussi remarquer que ce championnat est régulier. Il se joue comme il a été programmé. On vous dit, pendant telle période, vous allez jouer le dimanche, mercredi, dimanche. Ou telle autre période, vous allez jouer dimanche. Et on respecte effectivement ce championnat. Ça donne de la régularité. Et on peut voir qu'un joueur qui a joué à un certain niveau au premier match, on pourra le rechercher ce niveau-là au second match, au troisième, au quatrième. Et dans cette régularité, il y a donc la manifestation de la performance individuelle. Et cette performance individuelle va porter vers le haut les qualités de l'équipe. Donc il y a ça. Ensuite, maintenant, les difficultés. Ça, c'est au niveau de la rétribution de ce que les joueurs doivent avoir, de ce que les staffs techniques doivent avoir. Parce que, n'oublions pas, c'est un métier. Et tous ceux qui gravitent autour de ces métiers-là vivent de ce métier. Alors, si il y a des difficultés à trouver des financements, ça devient difficile pour le joueur déjà qui doit pouvoir donner de soi-même chaque jour. Et maintenant, d'où sortent les ressources pour pouvoir les prendre en charge. Véritablement, il faut comprendre qu'il y a des sacrifices qui sont faits de part et d'autre. Mais maintenant, il ne faut pas sacrifier tout le monde. Il faut que les choses redeviennent à la normale pour que le nerf de la guerre soit trouvé facilement afin de faciliter l'activité des uns et des autres. Voilà, je me tourne vers vous, Alphonse Fometeux, secrétaire général de l'Aigle Royal du Monde. Même si là, on est encore en Elite One, mais les clubs ont pratiquement, c'est le même organisateur du championnat qui organise, c'est le même qui organise l'Elite One, l'Elite Two. Donc je pense que les difficultés doivent être les mêmes. Là, bon, sur le plan purement technique, je crois que ce soit le coach, ils ont assez développé. On comprend que sur le terrain, ça s'est véritablement joué. Mais je crois que c'est par là il a chuté le nerf de la guerre. Et c'est justement ça qui fait problème à l'issue de cette phase aller. Je rappelle, pour vous relancer, que pour le moment, les clubs ne perçoivent pas encore les recettes de match, les recettes du stade. Aucun club n'a perçu le moindre couplet. Pour le moment, les subventions, les clubs attendent encore les subventions. Et parmi les difficultés justement rencontrées, il y a également au côté les arbitres également, qui à l'issue de cette phase aller, il y a les arbitres, surtout en élite 2, qui n'ont pas touché le moindre centime, certains de l'élite 1 qui ont touché en partie. Bon, voilà grosso modo, là si on l'aura compris sur le plan du jeu, ça s'est joué, mais certains clubs, ou la plupart d'ailleurs des présidents des clubs, pour l'instant on peut le dire, tirent le diable par là. Oui, Belmondo, j'ai le cœur meurtri. S'il faut venir peindre en blanc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis très déçu. Parce que c'est depuis août que les contrats ont été signés, depuis le mois d'août. Et je suis d'autant plus énervé. Parce que on ne peut pas parler de football professionnel. Et que jusqu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas perçu de salaire parce qu'en principe, la fédération qui a fixé le salaire, et vous avez suivi le président de la fédération dire « Je donne de l'argent pour les joueurs. Je donne de l'argent pour payer les salaires des joueurs. » Nous sommes à une phase allée, achevée. Aucun copain. Pire encore, les recettes de stade qui pouvaient servir à gérer un ou deux, même les recettes de stade, on n'en a pas. Je profite déjà ici pour tirer un coup de chapeau à tous les présidents de club. Franchement, il faut les tirer le coup de chapeau. Parce que malgré ce déficit, on a tenu le cap. Nous sommes présents. Et je vous rappelle que concernant l'Aigle Royal du Mungo, la 3e tranche de la saison dernière, nous n'avons pas reçu. Nous n'avons pas reçu. Je remonte encore jusqu'aux Interpol.
champion des Interpol, nous n'avons jamais reçu d'argent. Et je ne cesserai de le dire. Donc, quand vous voyez le travail qu'on abat au quotidien, et après on va venir nous taxer des hiboux, des ceci, vraiment, ça n'honore pas le football. Il faut respecter les présidents de club. Maintenant qu'ils n'ont pas donné 5 francs, ils sont tranquilles, ils ne parlent plus. Ils ne savent pas comment on fait. L'Aigle Royal du Mungo a 28 joueurs. Vous pouvez imaginer la masse salariale. Calculez seulement 75 000, qui est le SMIC que la fédération a fixé pour un joueur de l'élite. Tout. Calculez cette masse salariale fois 28 joueurs qu'il faut payer les mois. Sans compter les primes de match gagnées. Parce que ça n'a rien à voir avec la prime de match gagnée. Chez nous, dans l'Aigle Royal du Mungo, la plus petite prime de match gagnée, c'est 20 000. Sans compter les cas de maladie. Sans compter. Donc franchement, moi je vais dire aux gens qui ont l'habitude d'aller sur les plateaux de télévision, vilipender les présidents de club, de respecter les présidents de club. Quand il faut préparer un match, je vous le dis, monsieur Belmondo, préparer un match de football jusqu'à aller le jouer, c'est des millions. On va vous dire que Aigle joue samedi. La préparation comment lundi? Vous préparez comme ça jusqu'à aller jouer un match. C'est pas donné. Donc, dans cet aspect-là, je dis que pour le moment, la fédération a échoué. Nous ne sommes pas encore dans un championnat professionnel, même pas semi-professionnel. Nous sommes encore dans un championnat amateur. Parce que la fédération ne peut pas se permettre. C'est un peu Belmondo, comme si je peux arriver chez toi, je t'exige de rationner ta femme 25 000 tous les jours sans connaître ton revenu. La fédération a fixé les salaires à partir de quoi? Je voudrais qu'on m'explique. Et même si elle a fixé, est-ce qu'elle maintenant elle est en train d'honorer ses engagements? La réponse est non. La fédération aurait dû nous laisser continuer à traiter avec les joueurs comme nous avons l'habitude. Moi, je vais dire aux joueurs, je peux te donner 50 000 au mois. C'est ce que je peux. On va s'entendre. Mais quand elle met 200 000, elle met 75 000, et elle n'est pas en train de reverser les subventions, on fait donc comment? Très bien. Donc c'est très compliqué, monsieur Belmondo. À l'heure où je vous parle, c'est très compliqué. Si c'était que... C'est-à-dire que le problème qu'on a maintenant là, c'est que les présidents de clubs sont divisés en deux. Si nous étions unanimes, on n'entrait pas à la phase de retour sans argent. Hein? Parce que le footballeur, peut-être vous ne vivez pas le footballeur. Nous vivons le footballeur minute par minute au quotidien. Si on vous dit comment on fait pour respecter tous ces stades où les gens viennent jouer, c'est plein, les gens apprécient, mais ils ne connaissent pas le sacrifice qui est en train d'être fait derrière. C'est des sacrifices énormes. Ok. On va revenir. Je vais passer d'abord la parole à Narcisse, même s'il est de l'autre côté, il suit le championnat camerounais. Bon, on parle là d'un championnat, je pense que que ce soit Gilbert ou le coach, sur le terrain, ça se joue, on l'a compris, hein. Sur le plan du jeu, ça se joue, il n'y a pas de... On n'a rien à redire là-dessus. Mais je crois que vous avez suivi également l'ami Alphonse Fometeux. Il y a un problème entre la fédération camerounaise de football et les clubs, la fédération qui n'aurait pas ces engagements vis-à-vis de ces équipes-là. Et donc, ce sont les présidents, jusqu'à présent, qui se battent pour que ce football-là, qu'on va tous les week-ends regarder, pour que ce football-là se joue. Voilà. Vous avez compris, hein, vous suivez le championnat. Alors, votre regard quand même sur cette phase aller au vu, vous avez suivi tous les interviews. Ouais. Eh bien, vraiment, ça me fait de la peine d'écouter tout ça parce que quand vous savez les efforts fournis par soit les encadreurs ou les athlètes pour arriver à un niveau assez appréciable, c'est pénible. Et moi, ce que je retiens surtout de cette phase aller, c'est qu'il y a vraiment un réel problème dans la maison du football camerounais. Déjà, vous voyez, au-delà de ces subventions qu'attendent les présidents, vous savez qu'il y a un sérieux problème. Le mariage est difficile entre la FECAFOOT et l'ONIES. Vous avez eu des matchs où pratiquement les joueurs se sont retrouvés dans l'obscurité, ont cherché en même temps le ballon que ses adversaires. C'est compliqué. Donc, ça prouve qu'il y a vraiment un sérieux problème.
est-ce que c'est au niveau de l'Africa Foot qui n'aurait pas reçu les subventions de l'État, comme ça a souvent été le cas? Et la question justement que le président a posée, où vont les frais, les agents de la vente des billets, les entrées au stade? On voit quand même un championnat qui a repris avec des stades vraiment pleins, mais c'est vraiment une question qui est difficile à répondre. Nous, on ne va pas lire la lettre dans l'enveloppe, mais je dis, cette phase allée, il y a eu du jeu, mais également beaucoup de difficultés se sont révélées, notamment ces problèmes que j'ai évoqués, les agressions des arbitres également. Voilà, le coach disait tout à l'heure que le fait qu'un arbitre sorte sous escorte ne veut pas dire qu'il est forcément fautif. On a vu ce problème, des arbitres pris à partie et tout, et ça a également posé le problème de la sécurité autour de l'aire de jeu dans les stades. Donc pour moi, c'est ce que je retiens. La partie technique, je la laisse à la sagacité des techniciens. D'accord. Je vais relancer, je vais revenir à vous. Je voudrais vous relancer, Gilbert. Je crois que sur le plan du jeu, on ne va plus revenir là-dessus. Je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu, parce que là, on est à la fin de la phase allée. Mais il y a un problème, on a des matchs quand même à l'issue pendant cette phase allée. On a des matchs litigieux qui sont restés et qui attendent homologation, alors qu'on nous annonce le retour du championnat pour le 6. Alors, vous savez, ces matchs, on a le match de la première journée, pour les cas précis, le match de la première journée entre UMS de Lomé et Avion à Kabylie-Douala. Il y a ce match de la 5e journée entre APGS et Victoria United. Il y a ce match de la 8e journée, je crois. C'était entre... Non, il y a cet autre match de la 3e journée, je crois, c'est entre Dynamo et l'Aigle Royal du Mongo, l'Aigle qui avait mis l'Aigle Royal de la mémoire, pas pour moi. Qui avait émis des réserves. Des réserves, justement, de qualification pour un joueur ayant évolué avec les couleurs de la Dynamo, alors que, disent-ils, il appartient encore à Bamotos de Bouddha. Voilà, par exemple, pour aussi ne citer que ces 3 cas qui attendent homologation. Et je le dis, parce que vous le savez, vous êtes témoin de tout ça, on a vu ce qui s'est passé la saison dernière avec, par exemple, Diko qui croyait être maintenu et qui à la fin s'est retrouvé en élite. Est-ce que vous ne pensez pas que avant de lancer la phase retour, qu'il faille quand même vider les contentieux pour que chacun, avant d'entamer la phase retour, sache sa position exacte, parce qu'aujourd'hui Dynamo est en tête et de l'autre côté c'est Stade Rennais, mais c'est encore provisoire. Donc tout peut basculer. Gilbert. Yeah, Belmondo, what I want to let you know is that the CTFP is simply doing its job, that of unveiling the different match fixtures. You get the point? So that's what they're doing. There's a calendar that has been set up by the CTFP, and they are in line of following. You heard from Clement, who is even closer to the teams, because he's one of the trainers of the squads participating in this championship. That the good thing is that clubs have been able, the CTFP has been able to follow up the calendar put in place, and I think that's where they are. There's a committee that's in charge of homologating matches and all those things, and I think they're already at work. And any moment from now, you'll be having the results from that committee and all those things. It is true. It's sad that we are moving towards the next phase, the second phase of the championship, without having looked into all these matches, what happened here, what are decisions and all those things. But Belmondo, with the AFCON, which is coming up so soon, we want to take this championship to a certain level. People don't see it. It's true that the matches that are being played for now are limited, because on 8 matches the championship is ended. Move into the next phase. Are we going for the playoffs, the play downs and all those things? So the matches are limited, but the CTFP has that obligation that you to them say to push these matches to a certain level, so that we have a little transition. We go for the AFCON, we come back and see how we can move on with the playoffs and the play downs. What I want to believe is that for one of the first time ever, we should have that honesty to say that it's a team that's working. It's true that there's no perfect environment. You could work well, but there are some shortcomings. And I think this is some of the shortcomings the Secretary mentioned, that, teams have been playing without money and all those things. They will always exist, Belmondo. Oui, Gilbert. Yes. Comment je parle de... On a un problème. On commence le championnat. Exactly. Première journée du championnat.
Je parle de la première journée. Exactement. Il y a déjà un problème, un match qui ne se joue pas à la première journée. Comment comprendre qu'on aille jusqu'à la 9e journée sans homologuer un match de la première journée? That's what I was saying. That is, there's been a Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? There's been a chain up. There's been the ZFA is focused on like following up minutiously the calendar that's up, that they've set up, and that's just a little worry. Now the homologation committee and other committees in charge should meet and see how they can do their job. You get the point, Belmondo. As I said, there's just no perfect environment. You could be doing your job so well, the teams appreciate it. They can have a real program, the training program, they know how they're going for their matches, and many other things, and then they do just what they are doing. Belmondo, I want to come back to what he said a few minutes ago. The time there's a big worry. Those of us who have an idea of what's happening at the Cameroon Confederation, there's been a problem of having pitches for different matches. It's not been easy with the transition, Minsep, Onyes. This time around with Onyes handling the different pitches, it's not been easy. The budget of the Cameroon Confederation has taken a blow, making sure that pitches are available for the teams to up their matches. But if not, I think back there at Chinga, a lot of works are being done. The teams will soon get into possession of what is Friday Jazz. That's the package which will permit them to run the clubs and others during the championship. Belmondo. But I want to let people know is that you have teams who won 8 matches and they're complaining already. I know it's complicated, but teams should not be a one-man show. Open the team to the people. The clubs, where people are ready to come and get in membership, but they don't open the clubs to the people there and all those things. You should get all these aspects, Belmondo, and give some time for the CFP to see how these matches can be homologated duly and permit the clubs to move on to the end. Something will be done, and I'm sure the matches you've listed here, Bambutos, Dinamo versus Aigle of La Menoir, Victoria United, APGS, and the other squad that you mentioned, UMS, Avion, I think something's being done, and Macchio, in the days that are coming, we shall be having the matches homologated. Je voudrais... Vous avez suivi, vous comprenez, Gilbert? Oui, moi, honnêtement, ce que Gilbert a dit, enfin, il a parlé, il a beaucoup parlé, mais il n'a pas répondu à la préoccupation. Parce que la question, elle est simple, Gilbert. Vraiment, ce n'est pas moi qui pose les questions ici, mais j'ai cru entendre Belmondo demander comment un match de la première journée qui a été litigieux et dont les réserves ont été portées, on en arrive à jouer la 9e journée sans que ce match ne soit homologué. Est-ce que les personnes en charge de la commission d'homologation est-elle en vacances? Ou alors, les éléments constitutifs pour que cette commission siège et tranche dans cette affaire, est-ce qu'ils n'ont pas assez d'éléments? Parce que le problème, c'est que ça empêche d'évoluer. Vous voyez? Non, c'est la mafia. Tout à l'heure, les classements sont tous provisoires. C'est une mafia. Pourquoi vous voyez la mafia toujours partout? Moi, je vous le dis. Est-ce que vous c'est une mafia? Je chute en disant justement que il y a un guet sous roche. Parce qu'une commission est là, ses membres sont là. Le problème est là. Quand on porte réserve, ça suppose que dans la réserve, on spécifie exactement les éléments contre lesquels on s'érige. Et on demande soit l'annulation, soit qu'on fasse rejouer le match. Je n'ai pas bien compris, j'ai expliqué que oui. Ce championnat a eu des problèmes plus sérieux que ce qu'on a eu. Mais vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu un problème sérieux de stade. Il fallait vraiment résoudre ce problème. We have to solve this issue first. Je chute pas une question simple. Je chute pas une question simple. Même si c'est pas vous qui posez la question. Combien de temps faut-il à cette commission pour homologuer un match? C'est écrit dans le texte. 15 jours après le match. Voilà. Belmondo, je vais passer la parole au secrétaire général de l'Aigle Royal du Mongo. Oui. Moi j'aime l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire quand on a failli, on dit ici on a failli, on va corriger. Moi j'aime ça. Je suis allé jouer un match la dernière journée de l'élite Tour contre le Tonnerre. Moi je vais vous le dire, moi j'ai pas peur. Apparemment ces gens de la fédération ont déjà leurs choses dans leur tête.
En élite, tous ils ont déjà programmé que le tonnerre doit monter. Je vous le dis, parce que ce que je suis allé jouer à Yaoundé, le trio arbitral, 3 filles, 3 dames qu'on m'a donné, elles n'ont jamais dirigé un match de l'élite. Ouais, c'est toujours l'injustice. Monsieur, laissez-moi parler. C'est pas, il faut pas toujours. L'injustice existe toujours. C'est pas aujourd'hui que tu fabriques l'injustice. Les habits, je vous dis, pour un derby, je ne t'ai pas étouffé, mon frère. Laisse-moi parler. Il parle de son match. Il parle de son match. Je vous dis ceci, il parle de son match. Ces choses qui se passent à la FECAFOOT, c'est à dessein. Déjà chez nous, dans notre championnat de l'élite, ils se disent, ils se murmurent qu'ils ont déjà préparé que Tonnerre doit monter. Exactement comme ils ont préparé l'année passée que Dynamo et Victoria United devraient monter. Je suis allé jouer à Yaoundé. On a fait sortir un trio arbitral composé de 3 dames qui n'avaient jamais dirigé l'élite. Pour un match, pour un derby, Aigle Royal du Mungo Tonnerre. Mais c'était la catastrophe. Appelez vos confrères qui ont suivi ce match. C'était la catastrophe. Oh, je vous dis que tout ce qu'ils font, tu peux me laisser parler, tout ce qu'ils font, c'est à dessein. Ça dit que quand ils gardent les incertitudes, c'est ces incertitudes qu'ils vont plonger à la dernière minute, comme ce qu'ils ont fait l'année passée. Déjà, pour que UMS ne parte pas au playoff, pour faire descendre Tico. Puisque la loi est claire, il y a 15 jours pour homologuer un match. Si on dépasse il y a 1 mois, mon frère naïf, c'est à dessein. Qui est naïf? Je vous le dis bien, c'est à dessein. Nous sommes dans ce monde, nous sommes dans ce milieu. Ils ont déjà planifié les équipes, qui sait que ces équipes vont. À la fin, si ça ne donne pas, ils vont prendre dans ces incertitudes. Vous me comprenez, suivez mon regard. Ils vont prendre dans ces incertitudes pour faire avancer ce qui est dans leur tête. Donc, nous sommes déjà habitués à cela. Coach Clément Zeko, je pense que vous êtes coach des désastres de Douala, vous avez suivi tout ce qui se passe là, vous vivez ça au quotidien. Alors, autant les clubs aujourd'hui qui attendent l'homologation de leur match sont incertains sur leur probable classement. Autant même vous qui avez joué, et peut-être qui n'avez pas mis même votre classement, hein, parce que l'homologation d'un match, le retrait de points ou l'augmentation de points à un club bascule complètement le classement. Oui, il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, parce que le règlement est simplement dit que 15 jours après un match, il faudra l'homologuer. Et maintenant, si 15 jours après, on ne l'a pas homologué, quelles sont les raisons qui ont milité à ce que cela ne le soit pas? Et quand on finit toute une phase sans que ce ne soit homologué, ça veut dire qu'on va entrer dans l'autre phase avec les incertitudes. Heureusement, entre guillemets, que la formule de ce championnat, c'est que vous soyez premier avec 27 points sur 27, parce que vous avez gagné tous les matchs de la phase aller. Rien n'est encore certain. Vous pourrez être qualifié, mais vous n'êtes pas encore définitivement champion. Donc, tout peut encore arriver, avec ou sans homologation, dans la formule actuelle du championnat, tout peut arriver. C'est juste pour dire quoi, à quelque chose, je veux dire quoi, on peut se contenter de la situation actuelle, parce que comment expliquer que toute une phase se joue et on n'a pas homologué? Et de deux, vraiment, toutes les plaintes qui sont formulées sont les bienvenues. Mais je voudrais rappeler le rôle que je joue en ce plateau. Tout à l'heure, parlant de l'aspect financier du championnat avec les clubs, le représentant de l'Aigle du Mungo, qui est au quotidien proche à ce problème, a relevé un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes vrais, réels et que nous vivons au quotidien. Mais comme je suis en qualité de consultant à ce plateau, et je vais profiter pour saluer le Paul Laurent Tamou, pour dire Pierre Laurent Tamou, pour dire ceci: les équipes ont 4 mécanismes de levée de fonds pour pouvoir se financer. La première, c'est la structuration. Quel est le type d'entreprise que cette équipe constitue?
SA, SAOS ou ainsi de suite. Parce que la forme d'entreprise permet d'aller même auprès des banques lever les fonds. Ça, c'est pour la structuration. La deuxième forme, c'est le sponsoring. En principe, chaque équipe doit être capable d'aller auprès d'un sponsor parce que le sponsoring, c'est donnant-donnant. Je mets mon nom, je vous donne mon argent, vous mettez votre nom. Donc, nous échangeons. Et quand c'est du sponsor, il y a un aspect coercitif. Ça veut dire qu'il y a une obligation de remplir sa tâche à un moment donné. Donc, après le sponsoring, il y a la billetterie. Aujourd'hui, c'est les billets des stades, l'argent collecté dans la billetterie permet aux clubs d'avoir de l'argent. Mais force est de constater que depuis ce championnat-ci, aucune équipe n'a reçu de l'argent de la billetterie. Ça veut dire que leurs finances sont ponctionnées. Et enfin, il y a la subvention et le mécénat qui entrent dans le divers. La subvention a ceci de malheureusement fâcheux, ce n'est pas coercitif. Je peux vous donner une subvention, mais il n'est pas, le délai n'est pas défini. Vous voyez même que je prends l'exemple un peu barbare. L'État du Cameroun a promis de donner le paquet minimum aux établissements de l'école primaire. Mais il vous donne souvent un paquet minimum que vous attendez en janvier, on vient vous donner ça en décembre. Mais ils vont vous dire qu'on a donné, puisque c'est une subvention. Et après la subvention, il y a le mécénat. Donc le mécénat, c'est que je vous donne l'argent, je ne regarde plus. Or, vous allez voir que il n'y a que seule la structure. Clément Yangui Suro, s'il te plaît. La subvention que la fédération donne, ils disent que c'est pour payer le salaire des joueurs. Monsieur Belmondo, restons dans ce que la fédération dit. La subvention, c'est pour le salaire des joueurs. S'ils viennent donner la subvention à la fin du championnat, est-ce qu'on aura payé les joueurs? Répondons à cette question. Non, je ne suis pas la fédération. Je ne suis pas la fédération. J'explique. Je ne suis pas la. Je ne suis pas la fédération. J'explique pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi il est question. Comme pour dire que si nous donne la subvention à la fin du championnat, on va payer avec retard. Alors l'État du Cameroun peut aussi. Est-ce que donc les joueurs acceptent qu'on les paye avec retard? En tout cas, eux seront obligés d'être créés avec retard. Si on donne un retard, le joueur n'entre pas au salaire quand il n'a pas son argent. Je suis au quotidien avec les gens. Voilà, tu es responsable de club, tu en sais. Je ne veux pas. Non, ne mélangeons pas les rôles. Si je mélange le rôle ici, ce ne sera pas bien séant. Parce que je suis dans je suis ici en qualité de consultant. Voilà. Parce que si je me mets à débiter tout ce que je vois au quotidien par rapport à ça, ça va devenir. Et puis, ce serait pas ça. Ce serait fait. En tout cas, on vous a ici en tant que consultant. Donc, quand vous regardez la difficulté de nos équipes, de nos clubs aujourd'hui, c'est le sponsor, la billetterie et la subvention. Et tout ça, malheureusement, le sponsor aujourd'hui, c'est la fédération qui trouve. La billetterie, c'est la fédération. La subvention, c'est la fédération. Vous voyez que la subvention devient un caillou, la fédération devient un caillou dans la structure des équipes, alors que cette fédération devait être une structure qui facilite l'organisation, puisque les équipes sont celles-là qui animent le championnat organisé par la fédération. Donc, il y a que chacun va un peu mettre de l'eau dans son vin et revoir les choses pour que la deuxième phase qui commence là, commence sous de bonnes auspices. Parce que, véritablement, les joueurs, les équipes et tout ce qui va avec, tout le monde est à la traîne parce que cet aspect pécunier a pris un peu de plomb dans l'aile. Allez, on va avancer, hein. on revient sur le débat, mais il faut dire que puisqu'on parle des joueurs, il y a justement l'association des footballeurs, il y a le SINAFOR, le syndicat national qui a fait le tour des footballeurs camerounais, qui depuis un certain temps fait le tour des clubs, va à la rencontre justement des équipes, et comme vous pouvez le voir nous les avons accueillis hier en image, voilà. Les As les ont accueillis hier. Là c'était la Dynamo, hein. C'était la Dynamo du Douala qui recevait la visite le président du président du SINAFOR, Jérémy Sorel Ditap, accompagné d'Aurélien Chejou quand ils sont venus chez nous. Tout à fait, voilà. On peut voir le SINAFOR qui justement tient à rester aux côtés de ces footballeurs-là. Parce que côté SINAFOR, on comprend que c'est pas facile, hein, pour le... Oui, il faut qu'il y ait une structure, un contrepoids pour défendre les droits des footballeurs. Vous savez que le footballeur est en une situation précaire parce que même s'il a des droits, c'est difficile de les revendiquer à partir du moment qu'il est encore en activité dans un club. On peut le mettre sous les peignoirs, on peut. Maintenant, s'il y a une structure qui peut défendre, qui peut peser même de manière indirecte
pour que les droits dévolus aux footballeurs soient respectés. Véritablement, il faut applaudir ça des deux mains. Et lorsqu'on a vu la tournée de Soren Jitam et de sa suite, on a compris qu'ils ont expliqué aux footballeurs quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs et comment est-ce qu'il faut procéder pour pouvoir revendiquer un droit si tant est qu'on a un peu transgressé ce droit-là. Donc le SINAFOC a un rôle primordial à jouer auprès des footballeurs, autant que la CEF le joue auprès des entraîneurs, autant que la fédération joue auprès du football, autant que donc les associations contre sont constituées pour permettre que les affidés ou bien les associés soient protégés. Donc on peut applaudir le SINAFOC pour tout ce qui est en train de faire. Et là, il y a un joueur qui a été félicité et récompensé pour son travail. Voilà, il est nommé joueur du mois. Voilà, c'est Lionel Ateba, voilà, de la Dynamo, l'attaquant de la Dynamo Douala, qui avait d'ailleurs été sélectionné au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Lui qui est parmi les meilleurs buteurs de ce championnat. Très bon joueur. Avec 5 réalisations. La Dynamo de Douala. On va donc écouter, on peut écouter un extrait de Lionel Ateba. C'est une joie pour moi de recevoir ce trophée. Nous remercions comme ça le SINAFOC qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cet échange, qui nous a beaucoup aussi aidé, qui nous a beaucoup appris. On espère qu'ils vont toujours continuer à nous suivre au quotidien parce que nous avons vraiment besoin d'eux. Le football camerounais aujourd'hui a beaucoup de problèmes et nous espérons qu'ils vont toujours continuer à nous soutenir. Bilan très positif, surtout que les choses sont allées très vite. Parce que comme on dit souvent en football ça va vite, mais là c'est encore allé très vite parce que j'ai l'impression d'avoir franchi vraiment notre palier. Donc je vais essayer de ne pas rester sur ça et essayer de continuer à travailler parce que je pense que le plus dur reste encore à venir. Il y aura les yeux rivés sur moi. Je vais essayer d'être encore plus dur avec moi-même dans le travail et je pense que ça va aller. Voilà, on va donc le dire, on va ainsi le dire, la Dynamo, Lionel Ateba de la Dynamo de Douala, meilleur joueur donc de ce mois. Alors, on va rester avec la Dynamo de Douala qui après avoir terminé leader de cette phase allée du championnat Elite One, la Dynamo Club de Douala qui entend monter en puissance pour la phase retour qui va débuter dans les prochains jours et à cet effet, le club procède à l'installation des différents comités de soutien. Alors hier jeudi, c'était le tour du comité de soutien du quartier Makepe Maturité ici à Douala, en présence de l'autorité locale et des fans de la Dynamo Club de Douala. Il faut dire que c'est Madame Ngossaye Laurentine qui a été désignée présidente du comité de soutien et Baek Salomon lui est comme vice-président et Gweskal Émile lui est comme secrétaire général. Voilà le bureau de ce comité de soutien. D'ailleurs, on va écouter à cet effet Peggy fils Didier et Ngossaye Laurentine présidente du comité de soutien. Ils sont au micro de Dallas Tchana. Et dorénavant vous aurez le stade plein et la mobilisation, vous savez, Makepe Maturité c'est un grand quartier avec 17 blocs et vous allez voir tous les 17 blocs sont réunis. Vous pouvez notamment avoir la présence du chef du quartier qui est là et vous verrez que les prochains matchs de la Dynamo, vous verrez tout le quartier Makepe plein. Comme le dit le comité de soutien, nous sommes là pour soutenir l'équipe. Connaissant tout ce qu'on rencontre comme difficulté dans une équipe, nous sommes là pour apporter notre aide physique, aide financière et tout ce que ça comporte pour la bonne marche de notre équipe, la Dynamo de Douala. Il y a différence entre fan club et comité de soutien. Oui, parce que dans le comité de soutien, les gens peuvent soutenir étant hors de la scène. Les gens peuvent être derrière ceux qui n'ont pas le temps pour être là, mais on promet quand même que nous qui sommes présents, parce que comme moi en tant que présidente, j'aime le sport, j'aime la Dynamo Football Club et moi j'y serai toujours, avec mon équipe d'ailleurs. Voilà, on voit bien que quand ça gagne, ça graine du monde. Aujourd'hui, la Dynamo de Douala qui commence à installer des comités de soutien partout.
l'équipe gagne et ça fait du bien. La Dynamo qui est en tête de sa poule, tout comme l'Aigle Royal du Mungo également, qui va organiser son congrès très prochainement. Hein. Et on va vous donner la parole, monsieur, mais il y a également eu, à l'issue de cette phase aller, mouvements chez les entraîneurs, sur les bancs de touche également, à l'issue de cette phase aller, donc en 9 journées, il y a des clubs quand même qui ont, les bancs de touche qui ont bougé. Et le dernier en date, hein, c'est la colombe sportive du Ndjaye Lobo. Et c'est Richard Toa, justement, qui désormais va officier sur le banc hein, de la colombe sportive. Je ne sais pas si on peut avoir Richard Toa en image. Voilà donc le nouvel entraîneur de la colombe sportive du Ndjaye Lobo. Lui était d'ailleurs il y a quelques jours sur ce plateau avec nous désormais. C'est lui qui dirigera la colombe sportive du Ndjaye Lobo. On annonce également le retour de Morocco sur le banc de l'Unisport du Oncam. Oui, lui qui avait, il a été éjecté, mais les autres membres de l'administration n'étaient pas d'accord avec l'éjection justement. Et c'est Ben Constantin qui était là, Morocco qui revient. Maintenant, on va voir comment ils vont travailler ensemble, s'il va revenir en tant qu'entraîneur adjoint ou alors il va reprendre sa place d'entraîneur titulaire. Toujours est-il que le président Monti a été obligé par le reste de son bureau de faire revenir le coach Morocco. C'est une actualité que nous suivrons du côté de Bafang. Alors, on va vider un peu ce que nous avons dans la boîte. On va parler de ce match entre le Cameroun et le Nigeria. Mais c'est un tout autre match. Hein. N'allez pas croire qu'il y avait un match éliminatoire de Coupe du Monde ou des Cannes. Non, c'était un remake, une sorte de remake de la finale 2000 entre le Cameroun, les Lions indomptables et les Super Eagles du Nigeria. On se souvient que le Cameroun l'avait gagné au tir au but. Voilà. Mais cette fois, c'était une rencontre beaucoup plus amicale, dans un cadre beaucoup plus convivial entre anciens Lions indomptables et anciens Super Eagles. On voit tout cela avec Fabrice Elou. En football, les anciens Lions indomptables sont venus à bout des légendes du Nigeria sur le score de 3 buts à 1. Un match amical joué au stade Omnisport de Limbe. C'est pourtant les Super Eagles qui ont ouvert le score grâce à une passe de DJ Okocha à Julius Agawa. It's historic. It shows the relationship, the friendship between Cameroon and Nigeria, two of the greatest countries in African football, two of the countries that have won the Olympics. So we know the rivalry. Apart from the rivalry, Cameroon and Nigeria have a great history of friendship, and it symbolizes that. The only difference is when the two countries are playing on the pitch, then it becomes something spicy, hot. La réplique camerounaise ne tardera pas. Samuel Eto'o, bien servi par Bernard Choutan, ouvre son plat du pied et trompe l'emblématique ancien portier nigérien Peter Rufai. Par la suite, Bernard Choutan puis Djib Tambay vont sceller le score à 3 buts à 1 pour les Lions indomptables du Cameroun, génération 2000. On a pris le plaisir depuis 2 jours de partager des bons souvenirs avec eux. Victor Ipeba disait encore que j'ai donné la victoire au Cameroun parce qu'il avait raté le penalty, il a mis la main sur la tête et l'arbitre n'a pas validé le penalty. Donc il y a eu tellement de blagues pendant 2 jours et nous sommes très contents d'avoir joué contre eux. Cette rencontre amicale a permis aux nombreux fans présents de se souvenir de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2000 entre le Cameroun et le Nigeria. Voilà, on était content de revoir ces anciennes gloires-là. On a vu un super but de Samuel Eto'o, comme toujours. Comme il nous en a habitués pendant de longues années. Bon voilà, sauf que bon, c'était, on l'a dit. Oui, on était content de revoir les anciens Nigériens également, Didier Okocha, Kouanko Kanou, Ipeba, qu'on a d'ailleurs écouté tout à l'heure. Voilà, donc c'est Taribo West et autres, c'était la QV 2000,
c'était une génération qui nous avait gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2000 et 2002, coach Clément Zeko. Oui, la génération de rêve, parce qu'à cette époque-là, le Cameroun... La génération dorée. Oui, nous ont fait rêver. Au point où, quand nous allions à la Coupe du Monde en 2002, on avait l'impression qu'effectivement, on avait le groupe pour pouvoir aller plus loin. Mais nous avons déchancé au regard de ce qui s'est passé, surtout que la préparation d'après n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité voir, malheureusement. Bon, mais on a eu le plaisir, ne serait-ce qu'à entendre les noms et à revoir les joueurs, malheureusement. La morphologie et les bédaines sont devenus un peu plus renforcées, au point où, bon, ok, on est content de les voir jouer. Et comme autrefois, ça a été émouvant de part et d'autre. Quand vous voyez les buts que le Cameroun prend, quand vous voyez les buts que le Cameroun marque, et qui sont ceux qui marquent à la fois, ça donne de la joie. La preuve, le stade était pratiquement, avait fait son plein pour pouvoir, comme ça, dérouler le tapis rouge à ces héros d'autrefois qui nous ont fait chanter et danser. Allez, alors, vous avez également apprécié cette rencontre, Alphonse. Disons que, avant de revenir sur la rencontre proprement dite... On va revenir sur nos arts, on va revenir, je ne suis pas en train de... ok. Je passe spécialement... Oui, la rencontre, je l'ai beaucoup appréciée, surtout que nous avons vu notre Samuel Eto'o des grands jours. Je pense que nul n'avait été le poids. Notre Samuel Eto'o pouvait encore jouer à l'attaque des Lions, parce que là, il nous a encore montré qu'il est un renard de surface. Et il nous a procuré vraiment beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, oui, c'était des moments très émouvants, parce que on a vu toutes ces légendes-là, Peter Rufai, l'emblématique gardien, on a vu Taribo West, qui était carrément comme le frère jumeau de Rigobert Song, parce que les deux avaient des dreadlocks et avaient souvent le même engagement sur un stade de football. Et c'était vraiment beau. Bon, il y a des supporters qui ont rigolé en disant Robin Diptam a fait son compteur but à l'occasion de ce match-là dans la sélection. Pourtant, il est déjà à la retraite. Mais c'est qu'on l'avait pas vu en 2000. Il n'avait pas particulièrement brillé. Il était sous les ténors de Joseph Désiré Diop, Samuel Eto'o fils, Magic Patrick Mboma. Ce n'était pas évident pour lui de briller en ce temps-là. Donc, et ce qui m'a également marqué dans ce match de gala entre les anciennes gloires, c'est l'humilité de Augustine Okocha, Djedje Okocha qui, déjà aujourd'hui ministre de sport dans son pays, il arrive à jouer encore au football avec ses amis. Djedje Okocha, il a laissé de côté son statut politique, administratif pour, n'est-ce pas, venir s'amuser avec ses camarades d'hier. On va rappeler qu'il n'est pas ministre, je pense. On avait annoncé. Il avait été proposé. Il avait été proposé. Justement, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas. L'information, c'est qu'il n'est pas ministre. Il avait été proposé. Autant pour moi, il avait été proposé à ce moment-là. Alors, une fois n'est pas coutume, édition un peu spéciale ce soir, parce que nous allons partir du sport pour parler de toute autre chose. Et il y a du nouveau dans l'affaire Martinez-Zogo, justement ce soir. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau d'Horizon Sport le rédacteur en chef adjoint de Equinox Radio et Télévision, Tonal Brice Kabda. Bonsoir. Bonsoir Bébel et bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à nos panélistes ce soir. Alors, que peut-on savoir de plus sur cette affaire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge d'instruction Florent Aimé Sikati remet en cause l'authenticité de l'ordonnance de mise en liberté de Maxime Eko et de Jean-Pierre Amougou-Belliga. Cette décision qui a inondé l'espace public ce début de soirée évoquait la fin de la détention provisoire du patron de la Direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, et la fin de la détention du président directeur général du groupe L'Anecdote. Il n'en est rien, en tout cas, c'est ce que signale une correspondance du lieutenant-colonel Sikassi, qui est en charge de ce dossier de l'assassinat de Martinez-Zogo. Dans une correspondance qu'il adresse, le colonel Sikati, au commissaire du gouvernement ce soir,
le magistrat indique que l'ordonnance en circulation dans l'espace public et notamment dans les réseaux sociaux est, je cite, non authentique. Les décisions éventuelles dans le cadre de cette procédure interviendront, dit-il, en temps opportun. S'adresse ainsi le colonel Sikati Aimé Florent, s'adressant au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Le commissaire du gouvernement qui a lui aussi pris une correspondance, s'adressant cette fois-là au régisseur de la prison centrale, la prison principale de Yaoundé. Il lui indique clairement que cette ordonnance n'est pas authentique et qu'aucune mesure de levée d'écrou ne doit être prise dans le cadre donc de cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Nous rappelons que ce soir, ce début de soirée, évidemment, une abondante ordonnance a été largement partagée sur les réseaux sociaux indiquant la fin de la détention provisoire de Maxime Ekoeko et de Jean-Pierre Amougou Belinga au motif de ce que les deux étaient hors de cause dans le cadre de cet assassinat. Bibel. Alors, quand on écoute ça, un commentaire Donald Kamga, un mot sur ce dossier. Alors, commentaire très bref, on peut simplement dire que ce nouveau développement illustre la complexité et la sensibilité de ce dossier. Bébel, nous rappelons effectivement que plusieurs sources ont indiqué que l'ordonnance prise venait de sources fiables. Évidemment, on reçoit ce soir donc ce démenti du colonel magistrat qui est en charge de ce dossier. C'est dire que ce dossier est, on le savait, sensible. Il est plus que sensible. Il est plus que sensible. C'est une actualité que naturellement on suivra. Évidemment, tous les derniers développements autour de ce dossier sont à suivre sur notre antenne, comme depuis le début, depuis l'assassinat de Martinez Zogo en janvier 2023. Allez, merci d'être passé à Donald Brice Kamga. On rappelle, vous êtes venu le plus tôt possible pour justement éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur cette affaire. Vous l'avez dit, hein, c'est une information qui a couru dans les réseaux sociaux depuis ce soir, en début de soirée. Et c'est ce soir justement que nous avons cette dernière information grâce à vous. Voilà. Nous rappelons pour la gouverneure téléspectateurs que nous avons déployé toutes les équipes notre bureau de Yaoundé, à la fois au tribunal militaire, mais également à la prison principale de Yaoundé, pour suivre les moindres développements autour de ce dossier, l'assassinat de Martinez Zogo. Allez, on peut faire confiance à la rédaction d'Equinox Radio et Télévision là-dessus. Allez, merci encore d'être passé. Monsieur, je ne vais pas vous poser la parole là-dessus, hein, c'est pas un débat politique. Je vais poursuivre avec vous. Sur ce plateau, on va chacun dire un mot de fin. Pas sur le sujet, pas sur cette affaire Martinez Zogo. On va rester dans le cadre du sport. Voilà. Alors, un mot de fin, hein, Alphonse. Bon, disons que, avec les éléments que nous avons eu à apprécier tout à l'heure, je pense que ce que la Dynamo fait, c'est appréciable. Même comme ils sont montés en première division avec par décret, ce qu'ils font, c'est bon, c'est appréciable, même sur le terrain. Et déjà, je tiens à les féliciter. Donc, je voulais déjà, Monsieur Belmondo, vous êtes aussi invité le 23 en Konsamba. Je mettrai tout ce qu'il faut à votre disposition pour que vous veniez couvrir le congrès de l'Aigle Royal du Mungo. Oui. Donc, M. Zeko également, qui est un fils de Konsamba, est également invité au grand congrès de l'Aigle Royal du Mungo. C'est le 23 décembre en Konsamba. Et je tiens à rappeler à tous les supporters de l'Aigle Royal du Mungo que nous tenons le bon bout. Nous sommes à l'issue de la phase aller, nous sommes premiers. Et vu les moyens, déjà l'équipe est logée à Bomono et l'équipe s'entraîne sur un stade gazonné à Tilo dans les Palmeraies. Donc l'endroit idéal, le cadre idéal. Bref, le président Jean-Adolphe Sequet a mis tout cette année pour que l'Aigle accède en Elite One. Donc nous sommes prêts à la concurrence. D'accord. Et que la concurrence soit saine. Tout à fait.
On l'a compris, hein, l'Aigle Royal du Mongo on espère qui invite donc tous ses supporters et sympathisants à se congrès le 23 décembre. On espère également que l'Aigle pourra dans les tout prochains mois, pourquoi pas jouer ces matchs du côté de Nkonsamba. L'Aigle qui pour l'instant ne joue pas du côté de Nkonsamba. Il va falloir justement qu'il y ait un stade approprié pour l'Aigle du Mongo, dans la ville de Nkonsamba. On va sortir, coach Clément Zeko, un dernier mot. Juste dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons joué le rôle qui est le nôtre dans ce plateau pour pouvoir faciliter la compréhension et la lecture de la situation à tous nos téléspectateurs que nous connaissons assez nombreux. Et nous leur donnons le rendez-vous pour l'édition de vendredi prochain en souhaitant que chacun se porte très bien. Gilbert, le mot de fin. Yeah, Belmondo, just remind some of club presidents who come on this panel to say we are naive. I'm a sports reporter. We are sports reporters covering games all over the nation and all over the nation. Learn how to respect us. All those things. We won't accept such insults from them in the days ahead. And I want to extend encouraging words to PWD Bamenda, the Bakwa boys who are in boiling waters. It's not been easy this time around. It's just to tell them to hold the tide. That brighter days are coming ahead, and that there's still a possibility, though we lost the Cameroon Cup, to maintain a seat in Elite One. If equally to all the clubs from the Northwest, Yosa and all those, it's not easy. We know they feel playing away from home, but with time, everything's going to be okay. And courage to you guys back there in the Northwest. Voilà, Gilbert Frou, un reporter sportif, vous faites bien de le rappeler, qui nous fait le plaisir chaque fois de répondre à notre invitation sur ce plateau. Merci d'être venu, Gilbert. Comme on va également remercier notre ami Narcisse Gassam, lui qui a également effectué des déplacements pour Douala et justement pour cette émission Horizon Sport. Merci d'être venu. Oui, Belmondo, merci de m'avoir accordé cette tribune pour tirer sur la sonnette d'alarme, afin que nos bodybuilders reviennent dans le droit chemin et que leurs efforts et sacrifices soient récompensés de façon vraiment normale. Juste valeur. Vous le dites si bien, il va falloir... En réalité, vous défendez leur cause ici. Vous êtes venu défendre leur cause. Donc, loin... Le meilleur chemin, c'est l'IFBB. Voilà, on l'aura compris. Allez, on va remercier toutes les équipes qui nous ont accompagnés pour la production de cette autre édition Horizon Sport autour de Emos Fongo, le réalisateur. Il y avait évidemment Dallas Chana, Carlos Minoué, Fabrice Eloumou, Raoul Taboufou et toutes les équipes des diffusions. Madame, Messieurs, merci à vous également pour votre fidélité à ce programme. Allez, rediffusion, n'oubliez pas de cette émission dès 7h ce samedi matin. On vous donne rendez-vous pour une autre édition vendredi lorsqu'il sera à 21h. Mais avant, rendez-vous sport également sur Equinox. La télévision, ce sera lundi dans le cadre de 100% foot. Bonsoir.